Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme complet sur l'écosystème digital et le marketing, un sujet que je trouve absolument passionnant parce qu'il touche à tout ce qui transforme notre écosystème en ce moment. On va passer ensemble sur 12 grandes thématiques de big data et les GAFA jusqu'au neuromarketing, en passant par la stratégie, le lancement de produits et le business plan. Que vous soyez bien sûr manager, chef de projet ou simplement curieux de comprendre comment le monde digital fonctionne, cette vidéo est faite pour vous. Donc, alors, allons, installez-vous confortablement. On commence avec le plan. Je vais commencer. J'ai divisé la présentation en quatre parties. L'écosystème digital et les acteurs, marketing digital et comportement client, diagnostic stratégique marketing et à la fin conception, lancement et pilotage de produits, de projets. Alors on commence avec le fondement du tout, c'est la transformation digitale. Et bien sûr, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors imagine en 2020, on estime à 25 milliards le nombre d'objets connectés sur la planète. Ça va des montres connectées aux voitures autonomes, en passant par les frigos intelligents. Chaque objet, bien sûr, génère des données et c'est précisément là qu'on a en jeu et on commence à parler de big data. Alors le big data, ce n'est pas juste beaucoup de data, beaucoup de données, c'est la capacité aussi à traiter des volumes massifs de données disparates, structurées ou non, pour bien sûr entourer de la valeur pour notre business. Pour une entreprise, cette valeur se matérialise en trois axes majeurs. Premièrement, l'amélioration d'expérience client, l'optimisation des processus internes et à la fin, diversification ou renforcement de business model. Mais bien sûr, attention, tout ça s'accompagne avec un défi majeur, la sécurité. Bien sûr, on trouve que 90% des objets connectés comportant des failles, et c'est énorme. La standardisation des protocoles et la gouvernance des données sont des chantiers, bien sûr, qui sont urgents pour toutes les organisations, quoi que ce soit des petites entreprises ou les grandes entreprises. Alors, je passe à la troisième partie dans l'écosystème digital, c'est les GAFA, ou maintenant c'est les GAMA, c'est-à-dire Google, Apple, Meta et Amazon, et aussi les NATO. Alors maintenant, bien sûr qu'on a bien compris le contexte technologique, penchons-nous sur les acteurs qui ont changé les règles. Ces acteurs, comme je viens de le présenter, sont Google, Apple, Meta et Amazon. Meta, apparemment, c'était Facebook, mais qui c'est vraiment ce qui le rend si puissant? Ce qui les distingue, c'est leur modèle OTT, c'est-à-dire over the top, c'est une notion très importante. Et elle utilise l'infrastructure des opérateurs télécoms pour proposer leurs services sans contribuer au financement, bien sûr, de ces infrastructures. Par exemple, Skype ne paye pas les lignes téléphoniques ou si YouTube ne paye pas les câbles sous-marins, par exemple. Et c'est bien sûr paradoxal.
Ce modèle inspire une nouvelle vague qui s'appelle les NATO, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla et aussi Uber. Ces entreprises ont en commun d'être entrées dans des secteurs établis, par exemple l'hôtellerie, les transports, les divertissements, sans posséder des actifs traditionnels. Par exemple, Airbnb est la plus grande chaîne hôtellerie du monde sans posséder un seul hôtel. Uber aussi est le plus grand transport, transporteur sans posséder une seule voiture et ça, la disruption, bien sûr. Pour les acteurs traditionnels, la question n'est plus de savoir si ça va leur arriver, mais comment y répondre. Passe à l'idée suivante, c'est sur l'Uber Economy. Ça va encore plus loin que les GAFA. C'est un modèle où les acteurs complètement extérieurs à un secteur viennent de disrupter grâce à la technologie. Pensez à Blablacar dans le covoiturage, à Doctolib dans la santé ou encore Le Bon Coin dans le mobilier. Ces plateformes ont identifié une friction, un problème que les acteurs traditionnels n'arrivent pas à résoudre. Ils en éliminent grâce au mobile, aux réseaux sociaux, à la technologie de manière générale. La clé est leur succès, ils n'ont pas créé un nouveau besoin, ils ont rendu l'existence infiniment plus simple. Prendre un taxi était compliqué. Maintenant, avec Uber, c'est un clic sur votre écran. Appeler un plombier était aussi opaque. Réserver un hôtel était cher, etc. Pour les entreprises établies, l'Uber Economy est à la fois une menace, mais aussi malheureusement une menace, mais bien sûr aussi une opportunité. Menace, malheureusement, parce que on ignore la tendance, on va passer à côté en fait. Et opportunité, si on intègre ça, bien sûr, on va avoir une stratégie bien à la tendance. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans les prochains slides. Et je vais vous présenter d'une manière un peu globale comment faire des marketing stratégiques. Alors pour le marketing digital et cross-canal, voici une slide qui va peut-être vous surprendre dans le débat digital versus physique. On entend souvent que les magasins sont morts. Bah, spoiler, c'est absolument pas vrai, c'est faux. 40% des clients qui entreront dans un centre commercial achevant un produit, achetant un produit sur Internet, ce chiffre tombe à 2%. Le commerce physique est loin d'être mort. C'est radicalement transformé. Le concept clé ici, c'est le ZMOT, c'est-à-dire Zero Moment of Truth. Le Zero Moment of Truth, c'est un concept développé par Google. Avant quand vous vouliez acheter une voiture, vous allez directement chez le concessionnaire. Aujourd'hui, vous passez des heures sur YouTube, les forums, les comparateurs, avant même de poser la porte sur showroom. Le parcours d'achat est devenu non linéaire. Le consommateur passe de digital au physique et vice-versa, parfois plusieurs fois pour un même achat. Pour les marques, la réponse c'est le cross-canal en fait.
Proposer une expérience cohérente et fluide, quel que soit le point de canal, soit des sites web, des applications, des magasins, des services clients, et d'autres interfaces ou canaux. Ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité bien sûr absolue pour n'importe quel organisme. Je passe au diagnostic et stratégie marketing. On entre bien sûr maintenant dans le corps du marketing digital. Avant de définir une stratégie, il faut savoir où on est et comment la navigation GPS, son point de départ. Bien sûr, c'est une illustration. Impossible d'arriver à son destination. Premier outil qu'on utilise lorsque on essaie de faire un diagnostic sur notre stratégie marketing, c'est le PESTEL. Il permet d'analyser l'environnement macro d'une entreprise sur ses dimensions, ses piliers majeurs, la politique, l'économie sociale, technologie, environnementale et légale. C'est en effet votre radar pour détecter les opportunités et les menaces extérieures. Deuxième outil, c'est la matrice des cinq forces de portée en fait. Il analyse la compétence dans votre secteur, concurrents, directs, clients, fournisseurs, entrants potentiels et produits de substitution plus intense, bien sûr, de ses forces et élève moins les secteurs et attractifs. Le troisième outil, c'est le cycle de vie. Tout produit, tout marche, tout marché en fait passe par des phases suivantes. Euh, L'émergence, croissance, maturité, décline. La stratégie doit s'adapter à chaque phase. Et bien sûr, quand on dit émergence, c'est la phase de l'introduction au marché. Et enfin, le fameux SWOT, c'est les forces, Strengths, Weaknesses, Opportunity. Et la synthèse finale, il conforte vos forces et faiblesses internes ou opportunités et menaces extérieures. C'est vraiment un document de référence qui oriente toutes les décisions potentielles et bien sûr décisions opérationnelles. Ces quatre outils forment un système cohérent. On commence large avec le pestel, on zone sur le secteur avec les portées et on analyse la dynamique temporelle avec le cycle de vie, on synthétise tout avec un SWOT. Alors, pour qu'une fois le diagnostic pose, on peut, euh, on peut identifier les facteurs clés de succès, les FCS. Ce sont les conditions absolument nécessaires pour être compétitif sur un marché donné. Sur un marché émergent, les FCS sera souvent la capacité d'innovation ou la vitesse de déploiement sur un marché mature. On sera la maîtrise des coûts ou la fidélisation client. Et sur un marché, on décline la différenciation ou la diversification. L'outil complémentaire, c'est la chaîne de valeur de portée. Il décompose l'activité de l'entreprise en étapes
de la logistique entrante à la vente en passant par la production, pour identifier où il est créé de la valeur et bien sûr et où il est en détruit. La question finale du diagnostic est simple. Qu'est-ce que mes ressources et compétences me permettent de répondre au FCS de mon marché? Si oui, quelle stratégie adopter? Sinon, que dois-je développer en acquérant? Donc, c'est cette logique rigoureuse qui transforme un diagnostic en un plan d'action concret. Et comme vous pouvez le voir ici, bien sûr, on mange toujours avec conception, provisionnement, production, marketing et vente, logistique, distribution, et à la fin, bien sûr, on a toujours la partie service client pour assurer les clients potentiels. Pour le marketing produit, maintenant que la stratégie est définie, comment passe-t-on à la création d'un produit ou d'un service? C'est le rôle de processus TTM, Time to Market. Et c'est très important parce que l'objectif est bien sûr d'arriver au bon moment sur le marché, dans les meilleures conditions possibles. Ni trop tôt, le marché n'est pas prêt, ni trop tard, lorsque les concurrents sont déjà là, sont déjà là. Le processus se déroule en 6 phases. La phase T-1, on forme l'équipe et on fait émerger les idées. Un outil excellent ici, ça peut être le QQOQCCP, quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi, pour bien évidemment structurer n'importe quel concept. Et la phase T0, c'est là où on fait l'étude d'opportunité. On valide l'idée avec un POC, Proof of Concept. On teste auprès d'un échantillon représentatif avant d'investir les millions, d'investir bien sûr notre capital. De la phase Tune à T4, on a la conception détaillée, développement, déploiement et lancement commercial. À chaque étape, les livrables précis. Et on a aussi des responsabilités claires, des KPI à définir, c'est-à-dire les Key Performance Indicators. Et pour terminer avec une stratégie qui donne reflet, un, un reflet de 30% du nouveau produit de grands consommateurs dans leur première année et 70% avant les 3 ans. Ce processus rigoureux existe bien sûr précisément pour éviter de faire partie à ces statistiques. Pour la partie de la méthode agile, euh, il est né dans constat simple. Les projets classiques, longs, rigides, planifiés sur 18 mois, livrant souvent des produits déjà obsolètes au moment de lancement. Donc, Agile répond à ça avec une philosophie itérative. On travaille en sprint courte, 2 à 3 semaines. On livre des versions incrémentales. On collecte le feedback utilisateur et on s'adapte au continu. Pour que ça fonctionne, il faut une gouvernance claire. C'est le rôle de la RACI, c'est-à-dire le responsable, accountable, consulted et informed. Un tableau simple qui évite la question qui marque disque au projet, mais qui décide.
Avant, bien évidemment, le lancement, on organise un FUT, Friendly User Test, pour tester l'expérience du client dans des conditions réelles, bien sûr, avec des vrais utilisateurs. C'est le filet de sécurité avant tout déployé. Et tout en langue de projet, les Key Performance Indicators, ou les indicateurs clés de performance, permet de piloter objectivement et de corriger le tiers avant que les écarts ne viendront des catastrophes. Alors, on arrive maintenant à l'étape qui fait peur à beaucoup de gens, c'est les chiffres, mais rassurez-vous, le business plan, c'est avant tout une histoire, c'est de la rentabilité de votre projet. Alors, commencez par distinguer deux choses. Une, euh, le business model répond à comment on gagne de l'argent. Le business plan répond à combien ça coûte et combien on va gagner. Deux concepts financiers fondamentaux, c'est les CAPEX, c'est-à-dire Capital Expenditure. Ce sont les dépenses d'investissement de la phase de construction, c'est-à-dire les matériels qu'on achète, les locaux, les licences, etc. Et les OPEX, c'est-à-dire Operational Expenditure. Ce sont les coûts récurrents de fonctionnement, des abonnements, tout ce qui est opérationnel, les salaires des employés, etc. Pour évaluer la rentabilité, on utilise trois points majeurs. Le point mort de financement. Qu'est-ce qu'on a assez de cash? Le point mort activité ou EBITDA. Est-ce que les revenus couvrent les charges? Et le point mort projet de au roi. Est-ce qu'on rembourse les investissements initiaux? La vanne, c'est-à-dire la valeur actualisée nette, et le payback période complètement d'analyse. La vanne prend en compte le fait qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro dans 3 ans. Le playback période dit simplement en combien de temps récupère-t-on la messe. Un business plan clair et bien présenté. C'est souvent la différence entre un projet valide en 2 semaines et un projet qui reste dans un terroir pendant 6 mois. Euh, on peut terminer avec cette notion aussi importante, avec l'une des frontières et les plus fascinantes de market moderne, c'est le neuromarketing. La question qu'on peut poser est simple, mais profonde. Qu'est-ce que se passe vraiment dans les cerveaux d'un consommateur quand il voit une publicité, tient un produit en main ou entre dans un magasin? Le neuromarketing utilise des technologies empreintes au neurosystème, l'ERM, pour observer l'activité cérébrale, l'analyse des expressions faciales, le suivi de regard pour bien évidemment mesurer les réactions émotionnelles réelles, parce que les gens disent, mais ce qu'ils ressentent réellement. Et pourquoi c'est révolutionnaire? Tout simplement parce que les études classiques ont un problème majeur, c'est les gens mentent, pas forcément volontairement, mais on dit que l'on pose le devoir d'air parce qu'on reste vraiment le neuromarketing court-circuit ce
Pour une marque, les applications sont énormes. Bah, bien évidemment, on trouve le fait d'optimiser un packaging, tester une publicité avant diffusion, de concevoir l'ambiance sensorielle d'un magasin, améliorer une interface digitale. Mais cette puissance soulève aussi des questions éthiques réelles. Où est le frontière entre précision, précision et manipulation? Et un débat que notre société devra trancher dans les années qui viennent. Pour synthétiser, euh, on prend ces 3 minutes pour écrire les messages essentiels. Premièrement, le digital n'est plus une option. Comprendre l'écosystème avec l'IoT, du Big Data, des GAFA, de l'Uber Economy, c'est désormais un minimum pour tout faux professionnel de marketing. Deuxième point, avant d'agir, analyser le pistel, la portée, le cycle de vie et le SWOT, ce sont pas des exercices académiques, mais bien évidemment, ce sont des outils de survie en entreprise. Troisièmement, créer vite et bien le TTM avec les 5 étapes de T-1 à T4. Et l'agile, la méthode agile aussi permet de lancer des produits dans un monde où la fenêtre d'opportunité se ferme de plus en plus vite. Quatrièmement, piloté par les chiffres avec son business plan solide, c'est la différence entre une belle idée et un projet qui se finance et se déploie. Et enfin, ne jamais oublier l'humain. Le neuromarketing nous le rappelle, derrière chaque décision d'achat, il y a un cerveau humain avec ses émotions, ses biais et ses désirs. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.